Mesdames, Messieurs, chers amis du livre, donc chers amis, faire connaître Brest à un invité venu d'ailleurs implique, selon une nécessité absolue, une visite commentée de dialogue. Lors de telles circonstances, croisant Marie-Paul Kermarec dans quelques profondeurs de ce lieu inspiré, j'ai toujours dit, la présentant, voici l'âme de la maison. Ce programme de visite à Brest est de Michel Noilly, éminente universitaire brestoise. L'âme du lieu, 1000 millions de mille sabords. L'âme du lieu, quelle est-elle? Deux maximes sont au fondement de cette maison. La première est de Paul Valéry, qui croyait que seul servir est grand. La seconde se lit dans une lettre du 15 mars 1765, adressée par Voltaire à Noël Étienne d'Amilinville. « Je ne suis pas d'accord, écrit Voltaire, avec ce que vous affirmez, mais je me battrai jusqu'à affronter la mort pour que vous puissiez l'exprimer. » C'est tout en nous appuyant sur ces deux piliers, rendre service d'une part, et nous situer aux antipodes de l'intolérance d'autre part, que nous avons cherché à construire cette maison. Le lundi 24 mai 1976, Marie-Paul, Geneviève ici, juste à côté de moi, Geneviève Lehir, et moi donc, ouvrirons les portes de la librairie Dialogue. Marie-Paul est morte et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Geneviève pense, après 40 ans, avoir assez travaillé et voudrait prendre une satanée retraite. Elle va nous quitter en juin. Depuis 40 ans, elle illustre à merveille la pensée de Paul Valéry. Depuis 40 ans, elle exerce avec empathie l'art de rendre service. Depuis 40 ans, avec entrain, avec discrétion, elle vend à telle étudiante la cuisine facile en quelques leçons, à tel gourmet la cuisine gourmande de Guérard, à chacun le livre qui lui convient et pas un autre, un livre modeste et nécessaire. Modeste et nécessaire comme l'est le métier de libraire, car il ne s'agit au fond que de vendre des livres à des clients. Encore faut-il les vendre tous, et s'il y a 120 000 titres au quotidien présent dans cette librairie, c'est parce qu'il s'agit de faire en sorte que puissent s'exprimer librement toutes les expressions. Nous avons toujours pris garde de n'être pas une librairie de propagande. Les intolérances sont toujours proches, en particulier aux extrêmes, droite et gauche, sans oublier la résurgence de l'intégrisme religieux. En 1989, nous affichions sur les murs de tout le Finistère la couverture du livre de Salman Rushdie, Les versets sataniques. Alors que déjà, un imam prétendait servir son Dieu, en réalité son propre pouvoir, en lançant une fatwa contre un libre écrivain au motif de ses écrits. Depuis, les choses ne se sont pas arrangées et je crains que les intolérances de toutes sortes ne s'aggravent si nous ne traitons pas le cancer du chômage et d'exclusion qui ronge depuis près de 40 ans notre société. En cette matière, comme en bien d'autres, je crois, le remède, c'est plus de liberté. N'ayons pas peur de la liberté. Chers amis, Dialogue s'est construite sur l'exigence et l'ardeur de chacune, de chacun d'entre nous. Nous tous, clients, libraires, éditeurs, fournisseurs, y compris publicitaires ou architectes, et j'ai croisé là tout à l'heure Marc Sinic et Pierre Charpie, qui construit Dialogue depuis les bâtiments de Dialogue, le mobilier de Dialogue depuis près de 40 ans et à qui nous devons tant. Auteurs amis aussi, il y en a 61 aujourd'hui présents dans la librairie, qui disent volontiers le plaisir qu'ils éprouvent à passer ici nous présenter les livres, leurs livres. Je le dis sans forfanterie, c'est en écoutant attentivement ses clients, en faisant sienne leurs remarques et critiques que cette librairie a su gagner dans la profession la réputation d'être l'une des meilleures en France.
Je souhaite à chacune et chacun des collaborateurs à venir de Dialogue qu'ils sachent comme elles exercer avec entrain l'art de rendre service, le noble art de servir. À cette condition, ils éviteront de devenir, comme le craignait encore Voltaire, un fripon de libraire, des beaux esprits écumeurs mercenaires, vendeurs adroits de sottises et de vent. Merci. Bonsoir, c'est pas vraiment un discours. Oh, j'ai fait ma chronique comme je fais d'habitude. Chronique dominicale. J'ai cherché un titre, ça s'appelle Librairie. La plupart des libraires sont fermés le dimanche. Encore heureux. Quoiqu'il suffit parfois de se donner la peine d'aller fouiner dans ces solderies à la périphérie des villes qui vendent de tout et n'importe quoi 7 jours sur 7 pour dénicher une pile des mémoires de Ricazaraï, coincé entre un lot de Bourgogne déclassé et un stock de soutien-gorge taille 125B. On peut trouver aussi en race campagne quelques cafés-librairies ouverts le jour du Seigneur, mais dans ce cas, je tourne avec dédain le dos au bouquin et me contente d'une bonne petite bière. Le patron reluque ma carte de crédit, mais bat les pattes jeune homme. Aujourd'hui, c'est sabbat. Mis à part ces regrettables exceptions, les librairies, en règle générale, et Dialogue en particulier, baissent le rideau dominical. Ça nous permet de souffler un peu. Je viens d'une famille où on s'est toujours méfié des livres. J'entends encore ma grand-mère me surprendre avec la gloire de mon père, de Marcel Pagnol, posée sur mes genoux. « T'as rien de mieux à faire ?» Je sursautais comme pris en flagrant délit à la lecture d'un bouquin de cul. Et lui répondait tout penaud, « C'est pour l'école, mémé, je te jure que c'est pour l'école. » L'argument était imparable, parce que chez nous, on respectait l'instruction plus que tout. Oui, mais dans les livres, et surtout les romans, il y avait comme quelque chose de sulfureux qui se tramait là-dessous. Allez savoir. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ma grand-mère avec un autre livre que son missel relié de cuir. Et inutile d'ajouter qu'elle n'a jamais franchi de sa vie le seuil d'une librairie. Mes aïeux n'étaient pourtant pas des imbéciles, en tout cas ils n'étaient pas plus cons que les autres. C'étaient des paysans durs au mal qui craignaient la colère de Dieu, qui parlaient breton entre eux et ne voulaient surtout pas nous le transmettre, et qui se gardaient du pouvoir de ses écrits, capables de nous hisser au-delà de notre rang, car c'était bien ça l'objectif, tenir son rang, rester à sa place, ne pas péter plus haut que son cul. Et ma grand-mère de rajouter une couche, « Ah, celui-là, toujours un livre à la main, pour faire son intéressant, oui !» Au fond, je crois qu'elle était un peu fière de moi, qu'elle m'enviait. J'avais trouvé une clé, peut-être dans une librairie. Forcément, j'en ai gardé des traces. Dès que je mets les pieds dans une librairie, j'essuie avec zèle mes semelles sur le paillasson et instinctivement, je cherche un bénitier dans les parages. J'exagère un peu, à peine. J'ôterais mon chapeau si j'en portais un. Je vous jure qu'à chaque fois que je me retrouve à Dialogue, je sens devant cette masse de livres monter un balèze diffus à la limite de l'oppression. J'embarque au plus vite l'exemplaire dont j'ai besoin. Je vérifie bien sûr au passage si mes propres histoires, mes propres bouquins sont toujours en bonne place, normal, et je décampe dardard. J'en connais par contre qui passeraient des heures et des heures comme pour en faire l'inventaire. Quand je les vois bagnoder d'un rayon à l'autre, j'ai envie de leur poser la question. Vous n'avez rien de mieux à faire ? Mesdames, Messieurs, chers amis et surtout cher Charles, je serai bref dans mon propos. D'une part parce que, vous le savez, ventre affamé n'a pas d'oreille et je pense qu'il y a quelques ventres affamés dans la salle. Et d'autre part parce que je pense aussi que vous préférez les discours de philosophes à ceux d'élus. Je voudrais
vous dire que je suis heureux d'être ici pour marquer les 40 ans d'une histoire exceptionnelle. 40 ans. Lorsque j'ai reçu le carton d'invitation, Charles, je croyais que c'était 30 ans. Je me suis dit, non, c'est pas possible, compte tenu de l'âge de Charles, de celui qu'avait Marie-Paul, ça ne pouvait pas le faire. Michel Serres pourrait disserter beaucoup mieux que moi sur le temps qui passe trop vite. Mais c'est l'occasion pour moi de saluer une passion, celle de Marie-Paul Kermarrec et de Charles, son frère. Petite anecdote sans importance, je connaissais à la fois Marie-Paul et Charles avant l'ouverture de Dialogue. Marie-Paul sur les bancs de la fac de droit, j'y ai passé plus de temps qu'elle. Et Charles sur les terrains de football, puisque nous faisions partie de la même équipe à la S Conquêtoise. Pour celles et ceux qui l'ignoreraient, Charles n'a pas qu'une seule passion, la lecture. Il a aussi la passion du football, ce qui est une belle passion. Passion également des salariés que Charles a justement appelés ses libraires. Et puis enfin, celle des clients, entre guillemets, que j'appellerais plutôt partenaires et, comme on dit dans le service public, usagers. C'est l'occasion aussi pour moi de saluer un succès. Un succès parce que Dialogue fait partie du patrimoine brestois. C'est plus qu'un commerce, c'est une institution. C'est plus qu'une librairie, c'est un haut lieu de la culture. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer une histoire qui n'est pas finie. Dialogue, qui a commencé à l'endroit où est Dialogue Musique aujourd'hui. Dialogue Enfant, Dialogue Musique, et demain, le Grand Café. On en parle depuis quelques années, Charles, mais je crois qu'on est au bout. Et ceci dans un monde qui a bougé. Il y a 40 ans, l'informatique, le livre numérique, tout ceci était soit inexistant, soit balbutiant. Mais je crois que le livre restera d'abord du papier, restera un toucher, une odeur, une histoire et des souvenirs. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer un attachement de Dialogue et de Charles et de Marie-Paul à Brest. Ici, c'est Brest. Dialogue a été aux premières loges pour voir la ville bouger, la ville évoluer. Les fontaines de Martapan, le square Monseigneur Roule, qui se souvient quelle était la configuration du square il y a 40 ans. Il y a eu aussi un problème d'eau, Charles s'en souvient très bien, qui est propriétaire du haut, qui est propriétaire du bas. Et puis le tram, bien entendu, qui a bouleversé... je m'étonne que Charles n'en ait pas parlé d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et puis c'est enfin l'occasion de saluer l'apport culturel. Les rencontres au café, Hervé Hamon, que je n'ai pas vu, il doit être par là, Éric Orsena, et mon ami trop tôt disparu, Bernard Giraudot, que de souvenirs ici passés. Et puis l'édition, ça n'a pas été évoqué, l'édition, je ne sais pas si Irène Frachon est là, mais c'est l'occasion pour nous de saluer son juste combat. Je vous conseille de lire Libération de samedi dernier, 2 pages sur Irène et son combat, ça mérite d'être salué. Alors tout ceci, cher Charles, mérite notre reconnaissance. C'est la raison pour laquelle, sur une idée de Michel Serres, et je la reprends, je proposerai à un prochain conseil municipal que le parvis entre les 2 passages Monseigneur Roule, qui conserveront leur nom, eh bien, porte le nom de Marie-Paul Kermarrec. Je crois qu'elle le mérite. Cet anniversaire est un peu le nôtre et le vôtre. Alors j'ai lu attentivement, même si j'étais absent de Brest pour des raisons de handball féminin, j'ai lu la presse locale samedi et Charles nous a dit qu'il n'envisageait pas de partir en retraite. Ça tombe bien, ça nous laissera un peu de temps pour préparer le 50e anniversaire. Bon anniversaire à vous.
Avant les 3 discours que vous venez d'entendre, a eu lieu au rez-de-chaussée un débat sur la librairie et la meilleure librairie possible. Et tout le monde a conclu évidemment que c'était la librairie Dialogue à Brest. Et je voudrais apporter à ce débat mon témoignage privé. Voilà. Lorsque j'ai quitté la marine, c'était à une époque où le néolithique n'était pas encore commencé, j'ai demandé à l'administration de l'éducation nationale de me nommer comme assistant dans une université la plus proche possible de la mer. Et comme la dite administration est éminemment experte en géographie, elle m'a nommé au centre de la France, en Auvergne, à Clermont-Ferrand, dont vous savez que le port bananier est très remarquable. Et là, dans cette université, qui était à cette époque la plus petite de France, il y avait une tradition qui était importante, qui était la suivante. Toutes les semaines, l'université invitait un conférencier étranger. Et ce conférencier étranger attirait dans le grand amphithéâtre de cette université le grand public de la ville. Et donc à cette époque, l'université remplissait un double rôle. D'abord un rôle intérieur, de former les étudiants et de leur transmettre le savoir, mais aussi un rôle extérieur, c'est-à-dire d'avoir un rapport avec le grand public de la ville où était l'université. Et ce second rôle a été complètement oublié. Les universités se sont fermées sur elles-mêmes et sont restées, selon la tradition, dans le rôle de former des étudiants. Et c'est à ce moment-là que Kermarrec vint. C'est-à-dire que ce second rôle que l'université tenait, c'est-à-dire d'avoir précisément une sorte de fonction et même de vocation, d'avoir un rapport intellectuel à la ville où était la librairie et l'université, c'est la librairie qui l'a repris. Et donc, à peu près toutes les semaines, vous avez ici, chez Dialogue, un conférencier extérieur, qu'il soit romancier, poète, historien, philosophe, savant, astronome, je ne sais quoi, physicien, quelqu'un qui vient vous entretenir de sa science, de ses résultats, de ses recherches et de ses aspirations. Et par conséquent, précisément, qu'est-ce qu'une bonne librairie? C'est celle qui, aujourd'hui, tient le rôle double, l'autre rôle de l'université. Et par conséquent, je nommerai volontiers Dialogue l'université Kermarrec. Mais évidemment, ce rôle ne concerne que les neurones, ces éléments du cerveau. Mais depuis, la librairie Dialogue a inventé un bar, un restaurant, disons, de quoi manger et de quoi boire. Et par conséquent, l'université Kermarrec ne fait pas seulement plaisir à vos neurones, mais aussi à vos papilles. Et par conséquent, j'aimerais nommer l'université Kermarrec l'université neurones et papilles. Et maintenant, je dois fêter le 40e anniversaire. Mais sur le 40e anniversaire, tout a été dit, bien dit et mieux dit que ce que je peux dire. Reste que personne, parmi mes prédécesseurs, n'a évoqué le 40e suivant. Aujourd'hui, on a évoqué la caverne Kermarrec et ses 40 valeurs, mais personne n'a évoqué les 40e rugissants de 2056. Et en 2056, gourmand, comme vous pensez que je le suis, je sucerai éperdument les pissenlits par la racine. Donc je ne serai pas là. Mais l'oreille fine, j'entendrai ce qui se dira. Et je vais vous raconter ce qui se dira dans les 40e rugissants de 2056. D'abord, les femmes, vous le savez, font toutes les choses avant nous. Et par la grâce de votre mère, M. Cuyandre, ici présent, Marie-Paul va apparaître bientôt en gloire devant la librairie. Elle le mérite, elle en a eu la première idée de la fondation, et elle y a travaillé, elle y a consacré ses jours, ses nuits, son travail, son enthousiasme, son talent et sa patience. Mais en fait, cette nomination a une histoire, enfin une histoire à venir, mais une histoire que je raconte comme une histoire passée maintenant.
Voici. Que se passera-t-il en 2,56 m? En train de sucer les pissenlits par sa racine, j'entends ce qui va se dire. Et le Kermarrec 2, ou le Kermarrec 3, qui sera-t-il, nous ne savons pas, remerciera ce jour-là le maire 2 ou le maire 3, le Cuyandre 2 ou 3, on ne sait pas qui ça sera, et le remerciera d'une initiative intelligente, renouvelée de ce que vient de faire M. Cuyandre, et qui va concerner un autre élément de la ville. Le voici. Les deux interlocuteurs, le Kermarrec 2 et le Cuyandre 2, vont dire, voyons, qu'est-ce que c'est ça, le Siam? C'est la Thaïlande? C'est un pays que nous ne connaissons plus, le Siam. Et on raconte qu'une princesse de Siam ou qu'un prince de Siam avait descendu cette avenue et qu'en souvenir de quelque chose dont plus personne n'a de souvenance, on appelle cette rue la rue de Siam. Donc on ne se souvient plus, d'autant plus que des gens qui ont descendu la rue de Siam, il y en a de bien plus célèbres qui l'ont descendu et dont on se souvient beaucoup plus que de la princesse de Siam. Moi, je me souviens par exemple des bagadous de Lambiwe. Les bagadous de Lambiwe qui descendaient la rue de Siam, suivis de tous les bagadous d'Écosse, d'Irlande et du pays de Galles, tous les musiciens celtiques qui rendaient la fête des cornemuses et extraordinaire. Et puis d'autres encore. M. Cuyandre lui-même a descendu la rue de Siam. Christian Frémont a descendu la rue de Siam. Irène Frachon a descendu la rue de Siam. Je ne sais pas, moi, Sylvie Bourdon a descendu la rue de Siam. Et pas moi tellement. Et par conséquent, on ne se souviendra plus de cette princesse de Siam. On ne se souviendra plus de ce pays imaginaire qui peut être en Asie, mais quand on descend la rue de Siam, on n'arrive pas du tout dans le sud-est asiatique, pas du tout. Et alors, à ce moment-là, on se souviendra encore de dialogue. On se souviendra de l'université Neurones et Papilles. Et se souvenant de l'université Neurones et Papilles, auquel il faut ajouter quand même à dialogue histoire de chocolat. Et par conséquent, les Kermarrec tiennent Brest par la tête et par l'estomac, par le corps et par l'esprit, par les neurones et les papilles. Et par conséquent, Kermarrec 2 remerciera Cuyandre 2, ou 3, quel sera-t-il, n'en sait rien, d'avoir... Et à ce moment-là, on appellera la rue de Siam rue des frères Kermarrec. Et ça sera une bonne décision, bien entendu. Mais à ce moment-là, on se souviendra de quelque chose qui s'était passé 40 ans avant, au moment de la célébration du 40e anniversaire. On s'apercevra qu'à cette époque, on avait décidé, ou plutôt monsieur le maire avait décidé, d'appeler ce petit bout d'espace place Marie-Paul Kermarrec. Et on s'apercevra que là était la mise en place d'une stratégie familiale très importante qui était justement le premier coup d'une histoire très importante et qui assurera à la famille Kermarrec la précession complète sur la ville de Brest. Et je vous dis qu'à cette époque bénie, je sucerai avec beaucoup plus de plaisir les pissenlits par la racine, parce que précisément ils auront un petit goût de chocolat et puis la saveur intelligente de poésie et de littérature. La seule question que je me pose, c'est aurais-je encore des papilles et des neurones? Merci. Bonne soirée.